Je vais vous parler des prises en charge urgentes des ruptures du ligament croisé antérieur. Je vais répéter parce que c'est pour si jamais il y a besoin. Donc, je voulais remercier encore Meredith Santé. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu, vous avez mon adresse mail pour pouvoir les poser, mon numéro de téléphone personnel. Et s'il y a besoin, si c'est pour des rendez-vous, plutôt par mon assistante. Donc, vous avez le numéro. Les lésions du ligament croisé antérieur sont en général non urgentes. On n'opère jamais en urgence, très rarement en urgence, on va dire, un ligament croisé antérieur. Il faut dans un premier temps faire un traitement fonctionnel, réhabiliter le genou pour récupérer une articulation qui a des amplitudes complètes, qui est sèche, de façon à pouvoir traiter le patient dans de bonnes conditions et qu'il ait des suites opératoires plus simples. Donc, dans le deuxième temps, quand on a traité fonctionnellement le patient, on va évaluer l'opportunité d'un traitement chirurgical. Donc là, on va rentrer plutôt dans le cadre des indications des reconstructions du ligament croisé antérieur qui vont tenir compte de l'âge du patient, du sport du pivot, de l'instabilité, des laxités rotatoires, des lésions méniscales associées. Enfin, le schéma classique d'un ligament croisé. Mais ça se fait rarement dans l'urgence. Généralement, le bon délai est à un mois, si on veut être plutôt rapide, si le patient s'est rééduqué dans les temps, comptables. Il n'y a pas d'indication d'urgence, sauf dans quelques cas. Et c'est ces cas-là qu'on va regarder ensemble. Soit le patient vient avec une rupture du ligament croisé antérieur et un blocage méniscal, notamment une anse de saut, et là on comprendra que l'anse de saut lui bloque son genou et qu'il s'agit d'une urgence de façon à pouvoir débloquer son genou. Certains pourront dire on peut traiter le ménisque et puis secondairement le ligament. D'autres diront on va traiter le ménisque et le ligament par la même occasion. La deuxième indication qui est urgente dans ces ruptures du ligament croisé, c'est quand la rupture se fait au niveau de son insertion tibiale avec un archement osseux. Donc là, c'est considéré comme une fracture et il faut agir vite parce que si on n'agit pas vite, le temps de consolidation primaire va passer. On ne pourra plus profiter de ce dernier pour pouvoir faire consolider l'insertion ligamentaire. Et enfin, le troisième cas, c'est lorsqu'il y a des lésions ligamentaires combinées. Un ligament croisé isolé n'est pas urgent. Un ligament croisé combiné à une laxité postérolatérale ou bien un plan postéromédial devient urgent. Regardons le cas de l'anse de saut. Donc, l'anse de saut et rupture du ligament croisé. Donc, le patient va se présenter sur un blocage avec un blocage méniscal. Ça va être la présentation clinique. Il arrivera à marcher, mais en boitant. Il aura son flexum élastique qui sera non réductible et l'acman sera perturbé, difficilement évaluable compte tenu du blocage, avec un épanchement associé. Quelle imagerie on a besoin pour pouvoir faire le diagnostic? Parce que là, cliniquement, pour le coup, c'est difficile de dire qu'il y a un croisé, est-ce qu'on a vraiment un flexum qui est lié à une anse de saut, ou bien c'est un flexum antalgique. Donc là, on va avoir besoin d'une imagerie. Donc l'imagerie, c'est de choix, c'est l'IRM dans ce cas-là. Je rappelle l'anse de saut. L'anse de saut, à l'origine, c'est une lésion verticale méniscale. Donc là, c'est une vue d'un tibia sans le fémur, une vue supérieure, un peu oblique, qui montre un ménisque médial en rouge, un ménisque latéral en bleu, la partie externe, la partie interne, la fissure transfixante qui va d'arrière en avant, complète, transfixante, et le segment qui est le plus central qui peut glisser et venir au milieu du genou. Celui-ci, lorsqu'il est au milieu du genou, va se situer au niveau de l'échancrure. Je remets le fémur en place et là, on retrouve un fragment méniscal qui bloque le genou. Donc, sur l'IRM, ce que l'on va chercher, c'est ce fragment méniscal en plein milieu. Vous voyez le ménisque latéral ici qui est représenté en noir ici sur l'IRM et le ménisque qui est en anse de saut représenté en deux fragments. Là, vous avez le triangle méniscal qui est coupé ici, donc vous avez une partie ici, et l'autre partie se situe dans l'échancrure. C'est cette partie-là qui bloque le genou. C'est pour ça que l'IRM va nous répondre tout de suite. En plus de ça, nous chercherons sur l'IRM une image de cette anse de saut sur le profil avec l'image en double snake, donc double serpent comme ça. On voit comme c'est un cobra qui se
montre, qui est décrit. Et on cherchera en plus des signes d'absence du LCA et de Bone-Bruce qui signera de manière indirecte le mécanisme de rupture du ligament croisé antérieur. Une fois qu'on a le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur et anse de Saut, il va falloir envisager le traitement. Alors, les options qu'on a, c'est d'aller vers une potentielle ménisectomie. Mais alors attention, lorsque l'on va vers la ménisectomie, il faut savoir que plus de croisés, plus de ménisques, c'est égal à 100% d'arthrose au bout de 20 ans. Donc, il ne faut pas proposer à la légère cette option thérapeutique de faire ménisectomie isolée, mais il va falloir savoir discuter est-ce qu'on fait ménisectomie plus croisée lorsque ce n'est pas conservable, pour au moins essayer de diminuer cette incidence d'arthrose, ou bien si on va faire un traitement plus conservateur, comme on va voir après. Donc là, vous avez sur la caméra un exemple de ménisectomie d'une anse de Saut. Donc on a bien vu l'ensemble de l'anse de Saut qui est ici, qui était totalement instable et non réparable. Là, le cartilage fémoral qui est de bonne qualité comme le cartilage tibial. Voilà l'anse qui a été coupée à l'arrière, puis à l'avant, et elle est libre et maintenant elle est retirée. Quelques petits débris le long du mur méniscal restant qui vont être nettoyés à l'aide d'un petit couteau motorisé, qu'on appelle un shaver. Une fois que l'on a fait le nettoyage de ce ménisque sur sa périphérie, voilà, qu'on a testé le mur méniscal pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion associée, voilà, on le teste avec un crochet. On rend un genou, un compartiment de genou donc, qui a un beau cartilage, un ménisque qui est beaucoup plus court, et chez ce patient, un ménisque, un genou qui n'aura pas de ligament croisé. Donc, un risque d'arthrose de 100% si on le laisse comme ça. Maintenant, si dans des âges limites, on peut tout à fait discuter la reconstruction du ligament. Maintenant, bien sûr que lorsque l'on a le patient jeune, l'anse de Saut, il vaut mieux aller vers une suture méniscale forcément associée à une ligamentoplastie. Une suture méniscale sur un genou instable est vouée à l'échec dans 100% des cas. Donc, on ne peut pas considérer de faire une suture méniscale sur un genou non stabilisé, donc il nécessite une ligamentoplastie associée. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'une suture méniscale. Voilà, l'anse de Saut, donc l'anse qui est dans l'échancrure. Bon, là, c'était un cas où le patient n'avait pas de rupture de croisée, mais en tout cas, l'anse de Saut, vous la voyez, a été dans l'échancrure. On l'a réduit à l'aide d'un crochet. Hop, on repousse le ménisque. Donc là, le ménisque, il est repoussé dans sa périphérie et on peut réaliser à l'aide de points tout en dedans, donc à l'aide de petits instruments, des points de suture. Là, c'est un point qui est sur la partie supérieure du ménisque. Et après, on réalise un point qui peut être à la partie inférieure du ménisque. Là, c'est des exemples de points, ce qu'on appelle verticaux supérieurs et verticaux inférieurs au ménisque, qui stabilisent le ménisque après l'avoir avivé. Cette manipulation de suture est répétée autant de fois que possible, que de nécessaire pour stabiliser le ménisque. Puis, le ligament croisé est forcément refait. Il peut être refait dans un deuxième temps rapproché, si l'urgence ne permet pas de le faire, ou bien dans le même temps opératoire. La fracture des épines tibiales. Donc, la fracture des épines tibiales, c'est un patient qui va se présenter avec, comme si c'était une rupture du ligament croisé antérieur. On en a tous vu au retour notamment des sports d'hiver. Ils viennent avec un signe de Lachman, un flessum qui n'est pas forcément réductible parce qu'il peut avoir le morceau d'épine qui gêne à la réduction, et un Lachman mou, bien sûr, et un épanchement intra-articulaire parce que ça a saigné dans le genou. C'est une fracture intra-articulaire. Quelle imagerie? Là, tout simplement, la radiographie. Sur la radiographie, on a le diagnostic. Voilà, je vous laisse regarder cette radiographie de profil. Je vous laisse une petite seconde pour rechercher la lésion. Est-ce que vous la voyez? Voilà, bien sûr, elle est ici, avec le bec de l'épine tibiale qui est relevé, qui signe le déplacement de cette épine tibiale. Voilà un autre exemple. Sur la face, si on est un peu habitué à regarder les radios, ce petit fragment est anormal. On le retrouve sur le profil. Alors, les autres examens qu'on peut réaliser, c'est le scanner, mais ça, d'emblée, on ne va pas le demander. Hein, on aura déjà fait le diagnostic sur la radio. Par contre, il va nous aider à analyser plus précisément le déplacement et l'aspect des épines, si c'est plutôt un aspect communitif ou bien un gros pavé, qui va plutôt nous orienter dans la solution thérapeutique. L'IRM, elle, servira à dépister les lésions méniscales associées et les lésions périphériques, comme toute lésion ligamentaire associée, mais elle a un peu moins d'intérêt dans ce diagnostic.
Donc, pour traiter, je vous ai mis des schémas pour expliquer comment on peut traiter. C'est une façon de traiter les épines. Il y a plusieurs façons. On s'adapte en fonction du pavé. Voilà, donc le ligament croisé qui s'est détaché avec son pavé osseux. On va utiliser un petit système qui va traverser le tibia, ressortir par le trou fracturaire, traverser notre épine, et un petit bouton qui va venir dessus, se poser, et par un système assez astucieux en tirant ce qu'on appelle un pull-out, la petite plaquette va venir écraser le pavé de manière à le remettre au contact de l'os pour retendre le ligament croisé. Une petite vidéo pour montrer tout ça. Voilà le ligament croisé, le pavé tibial qui est ici, le fémur qui était là-haut. Voilà. Là, on a le même petit instrument, le couteau motorisé qu'on appelle shaver, qui va nettoyer le foyer fracturaire sous l'épine. Hop, excusez-moi, ça a été un peu vite, mais on a changé de côté. Donc, voilà le foyer fracturaire qui est ici. Voilà l'épine qui est montrée. Là, on a une mèche qui va ressortir un petit fil qui va nous permettre de traverser voilà, le pied du ligament croisé. Donc, voilà, ligament croisé, l'épine avulsée, le trou. On a le câble qui tire notre petite plaquette qu'on avait vue tout à l'heure, voilà, qui va essayer de passer à travers le pavé. La petite plaquette est ressortie, on la voit bien ici. Et là, on va tirer à l'extérieur et elle écrase le pavé, ce qui permet de retendre le ligament croisé. Donc, voilà, donc on a le ligament croisé qui est retendu. Après, on peut faire un peu de ménage pour pouvoir nettoyer le petit pavé osseux, de manière à ce qu'il ne rentre pas en conflit dans les chaussures qui risquerait d'en entraîner un fléau. L'image post-opératoire, on a la plaquette sur l'épine qui a rabattu l'épine, donc qui est écrasée, qui n'attend plus que la consolidation. Les fils qui traversent le tibia, ici. Et ces fils, une fois qu'ils sont ici, on ne va pas rester à les tenir pendant 6 mois. Hein, donc, on va les bloquer sur un petit bouton métallique de manière à faire un nœud et à bloquer le système qui va pincer ce pavé. Troisième indication, ce sont les lésions ligamentaires combinées à la rupture du ligament croisé antérieur. Il s'agit là de rechercher les lésions périphériques, notamment sur les points d'angle. Donc, d'abord, le plan postérolatéral, hein, qui passe souvent inaperçu. Donc là, il s'agit de chercher une laxité frontale en varus. Vous pourriez avoir un hématome plutôt postérieur qui est localisé d'emblée. On n'oubliera pas l'examen neurovasculaire qui est essentiel dans ces circonstances. Voilà l'échymose postérieure que l'on peut être amené à rechercher, qui peut orienter notre examen clinique. L'examen clinique en varus forcé à 0 et à 30 degrés. Quelle est l'imagerie dont on a besoin? Cette fois-ci, c'est une imagerie dynamique de faire un testing plus ou moins sous anesthésie, si le patient est trop douloureux, de l'amener et sous une scopie de tester et d'ouvrir les compartiments, de regarder s'il y a une anomalie de manière comparative et bilatérale. Voilà. Là, par exemple, le ligament collatéral latéral, lorsqu'il est rompu, il ne retient plus le varus et donc on a une ouverture anormale de ce compartiment que l'on voit de manière indirecte. Ce que l'on voit de manière directe sur les radios et qui signe de façon indirecte une rupture du plan externe. C'est des lésions graves lorsqu'on les met en évidence. Il ne faut pas oublier de faire un examen vasculaire fait à titre systématique pour chercher une éventuelle lésion de l'artère poplitée. Expérimentalement et dans les études, le plan externe ne cicatrise pas, donc il faut aller vers de la chirurgie. On a montré que la chirurgie avait de meilleurs résultats lorsqu'elle était faite dans les 3 premières semaines. Donc, on classifie ces pathologies comme urgentes et il faut toujours les organiser. Ça prend du temps au bloc opératoire. Donc, 3 semaines, c'est déjà un délai un peu court quand on doit caser le patient en urgence, commander le matériel. Donc, différentes ligamentoplasties sont proposées depuis plusieurs années, mais récemment, c'est surtout les plasties anatomiques comme la plastie versaillaise que vous voyez là, ou bien une plastie type la Prade anatomique qui va reconstruire le ligament collatéral latéral, le tendon du poplité et le poplitéo-fibulaire. Ils seront organisés. Voilà l'exemple d'une plastie, comment c'est. Donc, la plastie va rentrer par l'avant du tibia, va ressortir par l'arrière du tibia. Donc là, vous avez vu, on est dans une zone quand même proche de l'artère. C'est une plastie qui est compliquée et dangereuse lorsqu'on ne la maîtrise pas. Donc, il faut vraiment en avoir vraiment l'expérience pour reconstruire donc là le tendon de poplité qui va aller donc de la partie
postérieure du tibia jusqu'à la zone d'insertion poplitée sur le fémur. Cette même plastie va passer sous un pont osseux et ressortir au niveau de l'insertion du ligament collatéral latéral. Et de cette insertion du ligament collatéral latéral va revenir traverser la tête de la fibula qui est ici. Et on va se retrouver donc avec le ligament collatéral latéral, le poplitéo-fibulaire qui va venir s'inscrire sur le poplité. Voilà, on aura fait une plastie anatomique qui va cicatriser et permettre de retendre le plan externe. Donc, la suture directe n'est pas recommandée dans ce cas-là. Il faut aller vers la plastie articulaire. Voilà, là on bloque la plastie dans la tête de la fibula avec une vis d'interférence. Le plan médial, quelle imagerie? Donc là c'est symétrique au plan latéral. Hein. Ça sera la radiographie d'abord pour éliminer une luxation du genou, hein, toujours. Voilà, comme ça c'est un cas avec un plan médial et sur un genou luxé. Et on reviendra toujours au testing, plus ou moins sous anesthésie s'il n'est pas réalisable, pour chercher cette fois-ci une ouverture du plan médial, du compartiment médial du genou, qui signera de façon indirecte la rupture du ligament collatéral médial, ou en tout cas, lorsqu'il est en extension, du plan postéro-médial. L'IRM va nous servir à localiser le niveau lésionnel. Donc, sur le ligament collatéral médial que vous voyez ici, là, on voit que la luxation est au tibia et il s'est rétracté comme un accordéon, clac, en hauteur. On voit le ménisque. Donc là, la rupture du ligament se situe au niveau du tibia. Lorsque la rupture du ligament collatéral médial est isolée et au fémur, il faut privilégier la cicatrisation, ça marche bien. On peut donner un appui partiel avec une attelle articulée bloquée à 30 degrés. Pendant 6 semaines, le plan médial devrait cicatriser et puis on pourra s'occuper secondairement du ligament croisé antérieur. En revanche, lorsque le ligament collatéral médial est plutôt lésé en plein corps ou au tibia, il cicatrise moins bien, c'est plus rare comme lésion. Et d'autant plus lorsqu'il est associé à une lésion du plan postéromédial, donc lorsque l'examen clinique montre une ouverture en extension, ça ne cicatrise pas et il faut aller vers une suture ou une plastie du plan médial. Donc, si la désinsertion est fémorale, associée à un plan postéromédial, je m'entends bien, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la désinsertion fémorale isolée, c'était un traitement orthopédique, mais parfois elle est chirurgicale lorsqu'elle s'étend. Donc là, il faut faire une réparation de la nappe fémorale. Donc voilà les cordes qui sont mises sur l'insertion proximale, le fémur qui est nu ici. On rabat l'ensemble du plan interne et que l'on va suturer sur place. Lorsque c'est en plein corps ou bien au niveau du tibia, on recommande plutôt d'y associer une plastie avec. Donc là, vous voyez le fémur qui est là, donc une ouverture complète du plan interne. La réparation se fait en direct, plus une plastie aux ischio-jambiers qui va renforcer ce plan interne. N'oublions pas qu'il s'agit de lésions du plan postéromédial, donc les coques sont atteintes et il faut ne pas hésiter à faire une réparation de ces coques en extension avec les fils là, qui sont mis sur ce plan. Plusieurs plasties ont été proposées. Généralement, on utilise des plasties anatomiques assez simples qui reproduisent le trajet du pôle et du ligament collatéral médial dans les lésions postéro-médiales. Quatrième indication qui est très discutable, mais qu'on peut discuter pour les lésions du ligament croisé antérieur isolées, ce sont les sportifs de haut niveau qui, eux, souvent chantent le mois d'attente de réhabilitation parce qu'ils ont un cadre un peu spécifique, ils ont des épreuves, des impératifs, des contrats. Donc, eux, on peut être amené à les opérer en urgence, mais c'est sûr, ils n'auront pas le même accompagnement post-opératoire que le patient lambda. On peut se permettre d'aller un peu plus vite pour eux, avec des suites qui seront probablement plus simples que n'importe quel patient, car d'abord, ils ont un potentiel musculaire qui n'est pas le même que les autres, et aussi un potentiel de rééducation qui ils n'ont pas les mêmes structures pour être accompagnés. Donc, ça peut être une indication un peu urgente, mais ça reste discutable. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, comme message, c'est 3 situations quand vous avez une rupture du ligament croisé antérieur. C'est d'analyser s'il y a un flexum irréductible, à ce moment-là, de demander une IRM, tester les laxités en varus et en valgus, et demander une radiographie standard pour éliminer une fracture, tout simplement. Voilà, je vous remercie tous.